Hank, tu peux m'expliquer? Il rôdait dans le coin. Il dit qu'il est Sitting Bull. Rien que ça. Sitting Bull. D'accord. Alors c'est un drôle de petit blanc, quoi d'autre? Ce drôle de petit blanc, il vit dans le mobil-home de Dylan McIntosh. Et comme tu le sais, la chemise des esprits a été volée hier soir. Ouais, une bande de tueurs a dézingué quelques connards de Bourges et alors, bon débarras. Putain, on s'en fiche. Ben, j'ai entendu dire qu'on a retrouvé Dave le Marron ce matin poignardé. Près d'une carrière désaffectée. À mi-chemin entre chez eux et chez nous. Et tu crois que c'est eux qui ont volé la chemise? En plus, je les ai vus au resto l'autre jour avec Roy Lee Dean. Ce sale fils de pute de contrebandier de colonialiste de mes couilles enfoirées. Roy Lee Dean, le vol de la chemise, plus l'assassinat de Dave le Marron. Maintenant, on a un apprenti Billy Jack qui se balade dans la réserve. Il a peut-être vu quelque chose. Ouais. Les hommes font leur propre histoire. Mais elle n'obéit pas uniquement à leurs désirs. Franz Fanon, je parie? Ou l'autre que t'aimes bien, là, Zizek, un truc comme ça. Sérieux, faut que tu lises des bouquins. C'est Karl Marx, putain, fais un petit effort. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 6. Cette semaine émission terre à terre, surréalisme et bouleversement. Qu'est-ce qu'un visage, une croûte de terre ouverte, s'il ne s'expose à un autre visage qui le souffre, à des mains qui le labourent et l'apaisent? De la fatigue de vos yeux, sous l'intermittence de lumière et de ténèbres et de la fracture des liens, déchiffrer ce corps qui s'ouvre. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'un poème de João César Monteiro. Nous en parlerons ce soir donc à l'occasion de la sortie au début de l'été d'un coffret mouse costaud chez Spectrum Film, donc d'une intégrale João César Monteiro. Enfin, quasi intégrale, on en reparlera parce qu'il manque un ou deux courts-métrages, mais quand même gros coffret de 8 Blu-ray. Et avant ça, nous parlerons d'un film sorti en streaming Americana de Tony Tost. Et ensuite, nous parlerons de Nouvelle Vague, le nouveau film de Richard Linklater. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Flore. Et bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. À la mise en son de cette émission, il y a Margot. Coucou Margot, qui vous coucoute. Le Doc Erwan, malheureusement, après son retour tonitruant la semaine dernière, ne peut pas encore être des nôtres ce soir, à cause toujours de ce mercenariat, mais il sera très prochainement de retour, nous aussi, parce que probablement une petite pause la semaine prochaine. Oh, on en a bien besoin. Voilà, c'est les vacances, hein, donc voilà, mais en tout cas, on vous laissera avec une mixtape. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh. Ça oui, c'est du bon travail. Alors, les news, et bien d'abord les Rest in Peace de la semaine, il y a eu au moins 2. Aujourd'hui, on a appris la mort de l'affichiste Drew Struzan, qui a dessiné notamment toutes les affiches des films qu'on a aimés quand on était petit, les Indiana Jones, les Star Wars, les Retours vers le futur et compagnie. Voilà, très très grand dessinateur et affichiste qui donc est décédé à l'âge de 78 ans. Et la semaine dernière, Diane Keaton donc est décédée, l'actrice évidemment du Parrain, de Reds, des films de Woody Allen. Voilà. Ou une légende. Alors, tu aimais bien Diane Keaton? Oui. Oui, tout à fait. C'est vraiment... On en parlait il n'y a pas si longtemps, on se posait la question de savoir qui c'est qui restait. Ouais. On s'est dit, tiens, il reste Jane Fonda, mais en fait, il restait Diane Keaton, et ben voilà. Eh bien non, plus maintenant. Et pas plus maintenant. Donc voilà, Patatras. Rest in Peace. Sinon, le film du dimanche soir, donc c'est dimanche prochain. Donc ça commencera dès 18h30 avec une conconférence de notre ami Jules Topoc consacrée à Jackie Chan et son côté technique des combats donc de Jackie Chan, technico-tactique je crois d'ailleurs. Donc voilà, ce sera 18h15, 18h30 à l'Arvor et ce sera suivi à 20h de La Fureur de vaincre avec Bruce Lee dans lequel apparaît succinctement Jackie Chan.
Donc voilà, Cohérent. très beau programme de pif-paf en perspective. Sinon, Cinémaniacs, donc ce soir, c'est Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino à 20h. Et la semaine prochaine, c'est un des plus grands films de guérilla, un des plus grands films de guerre de l'histoire, un des plus grands films tout court, donc La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, qui passera en copie 35 mm. Waouh. Quel chef-d'œuvre. Ah, Ça qui mériterait une émission entière. Demain, au tambour à 18h15, un seul film, parce que gros film, c'est La chute de l'Empire romain de Anthony Mann. Eh bah dis donc. Voilà, grosse gouloumoute aussi, mais qui contient quand même son lot de scènes absolument merveilleuses. Et qui, on le rappelle, a été quand même quasi intégralement pompé par Ridley Scott pour son Gladiator en 2000. Voilà. Les vrais reconnaissent les vrais. Exactement. Au TNB, autrement, à partir de la semaine prochaine, le 22 octobre, et pour toute l'année jusqu'au 30 mai, après la rétrospective Wiseman l'année passée, là, ce sera une rétrospective vraiment de pardon. Il n'y a pas de mal. Donc voilà, toute l'année pour revenir voir les merveilleux films de Raymond Depardon, qui est toujours vivant, hein, lui. Oui. Comme Alain Cavalier, lequel va nous quitter en premier, mais bon, il continue toujours, ils sont actifs, donc voilà, c'est très bien. Oui. Niveau sortie nationale, demain, et donc il y a le retour de Cédric Jiménez, l'immortel metteur en scène de Bac Nord et de Novembre, avec Chien 51, donc basé sur un roman de SF français, et qui donc a évidemment un casting tout à fait original, puisqu'il y a Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. On voit toujours les mêmes têtes dans les films, c'est là... Ouais, après, les films de Cédric Jiménez, je me demande si c'est pas un peu une espèce de plaisir coupable. Voilà, c'est ton côté film de droite. Voilà. Et avec aussi... Ça reste quand même un très bon technicien. Mais avec aussi dans Chien 51, Louis Garrel en activiste anarchiste. Eh ben, banco. C'est banco, là. Parti, C'est bon. Là, on va rigoler. Là, ça va être du gosse. Et donc, comme je disais, d'acteur... Il n'y a pas Jean Dujardin. Non, il n'y a pas Jean Dujardin. Il était occupé, je pense, par le tournage du film de Yann Kounen qui sort dans 2 semaines, le remake de L'homme qui rétrécit de Jack Arnold. Mais il n'avait pas déjà fait une comédie romantique, Jean Dujardin, où il rétrécissait? Non, c'est pas qu'il rétrécissait, c'est qu'il jouait un nain. Ah oui. Un homme à la hauteur, je crois. C'est ça. Ouais. Non, mais il n'avait pas rétréci, juste qu'il jouait un nain. D'accord. Enfin, en tout cas, un homme de toute petite taille. D'accord. Donc je disais, on retrouve toujours les mêmes gueules dans les films, et donc là, il manquait à Chien 51, c'est bizarre, alors qu'il jouait déjà dans Bac Nord, c'est donc François Civil, qu'on retrouve dans 2 pianos de Arnaud Desplechin. Toujours dans les bons coups. Ouais. Voilà, donc probablement encore un beau drame bourgeois et familial autour de pianistes. Autrement, il y a le nouveau film de Sylvain Chomet, donc le réalisateur des Triplets de Belleville notamment, qui s'appelle Marcel et Monsieur Pagnol, avec une autre gueule qu'on voit partout dans les castings de tous les films, c'est Laurent Lafitte. Oh putain, oui, c'est vrai. Et autre acteur qu'on voit partout Ça fait tout vraiment le temps, soi, ouais. donc c'est, mais dans un autre style, Didier Bourdon, donc, qui joue dans Le Jour J de Claude Zidi Junior, hein, donc voilà, le réalisateur des Dégains, qui revient avec une beau film de bidasse exploitation comme son père, donc qui se passe pendant le débarquement avec Kev Adams, et donc je le rappelle, Didier Bourdon qui joue un officier nazi. Évidemment, dès demain, dans les salles, on va y aller. Hein. Toi, tu vas y aller. Clairement, inloupable. Sinon, il y a un film d'horreur qui, j'imagine, est une suite puisqu'il y a un 2 derrière. C'est Black Phone 2 de Scott Derrickson avec Ethan Hawke. Voilà, Scott Derrickson, c'est pas le mec qui a fait l'exorcisme d'Emily Rose, et je pense qu'il a fait des trucs Blumhouse. Sinister, je crois. Ah ouais, Sinister, qui était déjà avec Ethan Hawke, non? Oui. Parce que je confonds les trucs de Blumhouse entre ceux que fait Patrick Wilson et ceux que fait Ethan Hawke, j'ai un peu tendance à confondre. Il me semble, mais j'ai un peu lâché l'affaire, mais en tout cas, Scott Derrickson, de mon souvenir, c'était un honnête artisan. Voilà. Un peu trop de jumpscare, mais 2-3 scènes pas piquées des hannetons. C'est le côté blue. Et j'aime bien Ethan Hawke. Oui, moi aussi. Qu'on reverra d'ailleurs cette année ou début d'année prochaine dans un nouveau film de Richard Linklater qui était en début d'année à Venise, je crois, ou Berlin, je sais plus. Voilà. Autrement, il y a le premier long métrage comme metteuse en scène de Kristen Stewart avec Imogen Potts, The Chronology of Water, qui était à Cannes cette année donc. Autrement, il y a un film de Radu Jude, donc qui sort son 2e film de l'année, qui est Dracula, qui dure 3 heures, qu'il a coécrit avec une IA. Ah, voilà. Toujours dans les... Voilà, parce que pourquoi pas. Et autrement, il y a un film indien qu'on attend, le nouveau film de Marie Selvaraj, qui s'appelle Bison, mais bon, j'ai des doutes que ça passe chez nous, malheureusement, on le verra par des biais annexes, voilà, malheureusement. Donc voilà,
nous allons passer à la section critique de C'est pas mal comme programme tout ça là. Ça va, il y a des bonnes choses pour les vacances. Hein. Un petit film de SF de droite, une comédie française... de droite. Oui, de droite et poète-poète, des films d'auteurs chiants, des films d'horreur... Voilà, un peu de tout pour contenter tout le monde. Voilà, super. Donc nous allons passer à la section critique de cette émission, nous diriger vers les États-Unis d'Amérique, et ne vous inquiétez pas, on sera là le matin. I am the reincarnation of Sitting Bull, the great Lakota war chief. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était l'immense, le gigantesque Townes Van Zandt avec I'll Be There in the Morning, que l'on peut entendre notamment donc dans Americana, premier long métrage du scénariste Tony Tost, donc qui débarque directement en streaming chez nous après une petite sortie en salle aux États-Unis d'Amérique. Donc Tony Tost, il est principalement connu comme scénariste, notamment créateur et donc showrunner de la série Damnation, il y a déjà de ça une petite dizaine d'années, donc qui était un polar rural dans le cadre de la Grande Dépression donc en Amérique dans les années 30, et qui actuellement est le showrunner de la deuxième saison de Poker Face, la série créée par Rian Johnson avec Natasha Lyonne sur Apple TV si je ne m'abuse. Et donc Tony Tost, scénariste assez prolixe sur son travail, sur sa méthodologie, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un de très prolixe et de toujours extrêmement intéressant. Et donc Americana, c'est son premier long métrage qu'il a réalisé en 2002. Il était à South by Southwest Texas 2022 pardon, oui. Il était à South by Southwest Texas en 2023. Le film avait été acheté, mais malheureusement leur distributeur a fait faillite, ce qui fait que le film a mis un peu de temps donc à sortir. Mais on va dire plus ou moins heureusement pour lui, une des comédiennes principales de son film est entre-temps devenue une superstar, donc Sydney Sweeney, qui donc entre-temps, après avoir été révélée par la série Euphoria, est devenue une star donc avec Anything But You, le carton surprise de l'année dernière avec elle-même et donc Glenn Powell. Donc Americana, dont le titre de travail était National Anthem, hymne national, donc qui nous... ça aurait bien vu, oui. J'aurais bien vu la chanson de Lana Del Rey oui. À la fin. Il y a un petit côté... Lana Del Rey chantée par Sydney Sweeney en générique final, moi j'ai envie de te dire pourquoi pas. Banco. Oui, banco. Et donc, ça nous propulse effectivement dans cette Americana, un peu cette vision de l'Amérique du milieu, on va dire, du Midwest. Donc, on est, je ne sais plus dans quel état on est dans... On est dans le Dakota. Dans le Dakota, c'est ça, oui. Me semble-t-il, on passe dans le Wyoming et on revient, il faudrait revoir notre géographie états-unienne. Exactement, donc dans lequel un gamin, Carl Starr, qui se prend, donc, comme on l'a entendu tout à l'heure, pour la réincarnation donc, de Sitting Bull, en fait, tue un beau matin son beau-père qu'un sale con alors que sa mère a fui. Et donc, il va un peu comme ça dévier dans l'Amérique profonde avant d'être récupéré par une équipe... d'Amérindiens, parce qu'apparemment il saurait où est donc un manteau sacré qui a été volé par une bande de marlous, et vont aussi se croiser deux autres personnages, donc une serveuse timide incarnée par Sydney Sweeney qui croise la route d'un genre de garçon vaché incarné par Paul Walter Hauser, qu'on a vu notamment dans Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Et donc tout ce beau petit monde va se mêler tranquillement. Dakota du Sud. Dakota du Sud, merci. Et donc ces personnages-là vont se croiser et ça va partir un mélange entre western et polar rural, avec par-dessus évidemment une surcomplication d'une famille chelou justement de la mère du gamin, donc qui va se mêler là-dessus pour se finir dans un showdown, on va dire, final et rural. Dit comme ça avait l'air effectivement pas très original, mais parce que le film est pétri de références de polar et de western, notamment une des principales références, je pense, de Tony Tost, c'est le cinéma de Sam Peckinpah, une certaine vision de la violence, en tout cas, mais il est de toute façon influencé par tout un pan de la culture américaine et de l'Americana, justement, parce qu'il avait écrit notamment, il y a une quinzaine d'années, un ouvrage sur les American Recordings de Johnny Cash, qui sont donc les derniers albums que le chanteur
avait composé, pas avait composé, mais avait chanté les 5 derniers albums à la fin de sa vie, qu'on était vraiment tout vieux, donc des albums magnifiques produits par Rick Rubin. Oui. Qui est devenu un sacré gros connard trumpiste, Rick Rubin aussi au passage. Mais bon, bref, alors qu'American Recording, son label, c'est un drapeau américain inversé. Ouais, mais bon, voilà, c'est moche de vieillir quand même. Et donc, ce film-là, qui est donc, effectivement empreint d'une ambiance très Americana, on avait fait lointainement, il y a une dizaine d'années, notre première mixtape sur l'Americana. Et pour essayer de circonscrire ce que c'est qu'en termes musical, l'Americana, c'est un style que Graham Parsons appelait la musique américaine cosmique. Et il y a un peu de ça aussi, justement, dans l'imaginaire du cinéma américain, cette vision fantasmatique et un peu fantasmé de ce qu'est ou de ce que serait idéalement l'Amérique, ce côté Amérique des petites gens, Amérique rurale, et en fait ce que sont les restes de la conquête, ce qu'on voit un petit peu dans le film de Tony Tost, dans lequel il essaye de faire un peu le brassage de ce melting pot en mêlant différentes figures de l'Ouest américain, les garçons vachés, les diners, la serveuse, les Américains tradis, évangélistes, ultra chelous, les descendants des Amérindiens qui essayent de sauvegarder les traditions tout en ayant quand même 2 pieds dans une modernité américaine. Et donc il essaye de mêler tout ça et qui, je trouve étonnamment, malgré un côté un peu lofi qui je pense aussi dépend de son budget, mais quand même assez agréable, même s'il y a parfois la volonté de peut-être en faire un peu trop dans un film d'1h40, même si déjà on le remercie de faire un film d'1h40. Oui, le film aurait pu, c'est clair, le film aurait pu durer 2h30, mais il aurait pu durer 2h30 et peut-être que ça ne m'aurait pas dérangé parce que, en effet, dit comme ça, on pourrait avoir l'impression que nous sommes devant un espèce de mélange, voire de gloubi-boulga totalement indigeste de références qui sont connues et archi-connues, battues et archi-rabattues. Et pourtant, ça marche. Alors pourquoi ça marche ? Il faut quand même passer, je pense, une mise en place, pas laborieuse, mais un petit peu trop langoureuse à mon goût pour vraiment... Et presque scolaire. Presque scolaire, dans tout à fait. Les différents personnages qui sont... Parce que le film est divisé en différents chapitres qui nous posent des personnages et différentes situations. Alors au début, la question de chapitrage, j'avais un petit peu peur. Voilà, tu te dis, c'est des choses que je connais peut-être un petit peu trop. Mais au final, il y a ce côté, tu disais, ce côté lo-fi qui, en fait, innerve en fait toute la trajectoire du film. Et je trouve qu'au final, le spectateur, en tant que spectateur, on va se laisser immerger, se laisser, pas endormir, mais se laisser bercer par cette espèce de mélancolie américaine qui va bien entendu irriguer tout le film jusqu'à, sans trop divulgacher, je pense la gunfight finale où là le film monte d'un cran en termes de nervosité, mais avant cela, voilà, c'est un espèce de... C'est la Yellowstone River qui se balade avec quelques tumultes ici et là. Tu parlais du travail, des références à Peckinpah. Je pense qu'il y a une violence ultra graphique, même s'il est là vraiment que très sporadiquement, mais qui est plus légère que chez Peckinpah aussi. Bien entendu, elle est beaucoup moins travaillée. Elle fait peut-être beaucoup moins sens en fait aussi dans sa réflexion à la violence, mais elle est là, elle est ultra graphique, mais elle est utilisée avec parcimonie, donc je trouve que ça fonctionne bien. C'est vrai que peut-être la plus grande force du film, c'est sa modestie, il me semble, alors que le projet il reste quand même ultra ambitieux. Tu l'as dit, ça parle de plein de choses. Ça parle de l'Amérique des cols blancs, des descendants des colons blancs qui galèrent à trouver des tafs corrects. La déclaration de mariage, par exemple, les déclarations de mariage, par exemple, sont à ce titre ultra symptomatiques. Le personnage de Sydney Sweeney aussi, c'est une petite serveuse de diner qui paye pas de mine, mais elle a quand même une ambition, elle va aller à Nashville. Mais bon, quand même, il faut arriver à joindre les deux bouts. Elle parle de prendre un deuxième boulot. Donc voilà, on est là-dessus. Et comme en plus, elle va dire handicapée par le fait qu'elle est hyper timide, et puis elle est bégaye. Elle est bègue. Il y a le côté, il y a le côté truand, en fait, d'espèce de truand à la petite semaine. Il y a les grands bourgeois qui essayent un petit peu de s'accaparer
Oui, la vision des truands en plus, et pour le coup, je trouve beaucoup plus postmoderne que le reste du film. Ouais, voilà. Il y a les grands bourgeois qui essayent de s'accaparer un petit peu un certain héritage culturel. Personnages de grands bourgeois qu'on voit très peu, mais les intonations sont très marquées. Et en fait, c'est ça dans le film, c'est que plus que grands bourgeois, c'est presque plus les nouveaux riches. Ou des nouveaux riches, ouais. Non, c'est pas des grands bourgeois, c'est pas des descendants des grands ranchers ou des anciens. Des grandes familles du Sud. Voilà, qui sont remontés dans le Nord pour faire fortune, enfin je ne sais pas, ou qui ont essayé de faire des thunes dans le pétrole ou tout ça. Non, plutôt des néo-bourgeois, quoi. On peut dire ça. On peut dire ça comme ça, et du coup j'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais dire. Parler un peu des différents tropes de personnages. Des différents mélanges, et en fait tout ceci s'imbrique comme la violence, tout ceci s'imbrique avec parcimonie, c'est-à-dire que on voit clairement l'ambition scénaristique. Formellement, on y revient, il y a d'autres choses formellement qui sont intéressantes, mais il y a une très très grosse ambition scénaristique en termes d'enjeux, en termes de personnages, qui procurent une empathie quasi immédiate, tous. Je trouve qu'ils sont tous très bien caractérisés, mais avec 2-3 trucs. Et en fait, il en faut pas trop. Et c'est pour ça que le film, je trouve, nous berce agréablement. Et voilà, faut passer la première vingtaine de minutes, mais après, on se laisse bercer. Et on se rend petit à petit, on se rend compte de l'ambition. Et au final, on adhère clairement au projet de Tony Tost. Je trouve que notamment là où le film décolle un petit peu, justement, c'est à partir du moment où donc, le personnage du gamin, qui une fois de plus se prend pour la réincarnation de Sitting Bull, croit justement de vrais Amérindiens qui disent « mais qu'est-ce que c'est encore que ce délire de blanc qui fait t'as maté trop de western, qui fait de la récupération culturelle, mais genre à un niveau beaucoup plus poussé que les autres. Et je trouve qu'avec ces personnages-là, justement, ça part un peu parce que tout d'un coup, le film s'emballe. Il y a des personnages, je trouve, qui sont vraiment caractérisés extrêmement vite et qui pour le coup, comme chient la classe, quoi. C'est ça. En fait, il suffit de quoi ? Il suffit d'une ligne de dialogue, d'une déclaration de mariage. Il suffit d'un blouson en jean extrêmement bien porté. Ah oui. Il suffit de point t-shirt extrêmement important, d'un t-shirt de Blondie. Ah oui. Par exemple. Et d'une coupe de cheveux à la Joan Jett pour partir. Il suffit d'évoquer, mais pas beaucoup, mais juste Nashville, et directement notre imaginaire perçoit ce qu'est Nashville. Il suffit d'un arc et de flèches. Voilà, il suffit d'une grosse bagnole. Alors je sais pas ce que c'est la bagnole, c'est une Camaro, il me semble, d'une Camaro rouge. Il suffit d'une espèce de bungalow où vit Mandy, son fils, enfin son frère, mais on apprendra que c'est son fils. Désolé pour le divulgachage, mais ça ne rentre pas, c'est mineur, voilà. Et avec son connard de concubin, il suffit juste de ça. Pas besoin de grands discours. C'est toujours la parcimonie qui va rentrer en jeu, et c'est ultra agréable. On en parlait il y a quelques semaines avec Weapons de Zach Cregger, le côté modeste du film qui finalement le sert plus que le dessert. Carrément. Ce côté justement lofi, un peu modeste. Le simple fait de vouloir raconter une bonne histoire sans mettre trop d'effets de mise en scène, parce que justement sa mise en scène pour le coup elle est assez sobre, et justement et comme tu le disais, elle est beaucoup justement sur cette déambulation dans ces paysages américains, sur la route, la reprise de la frontière et compagnie, enfin sur les tropes classiques aussi, mais qui est fait justement de manière très modeste. En fait, c'est fait très modeste. Après, on est dans le Wyoming, dans le South Dakota. Il faut être, j'ai pas envie de dire qu'il faut être un manchot pour mal filmer les nuages de cette partie-là des États-Unis, mais voilà, il suffit juste d'un bon cinémascope, d'un cadrage cohérent. Il y a un moment, un plan, c'est au tout début du film, où il fait un 360 degrés, et moi j'ai pensé à Comancheria. Ah oui. En fait, où il y a un type de plan écrit par Taylor Sheridan. Voilà, et où il y a un type de plan il y a un plan similaire, mais dans Comancheria, il y a dans le plan, en fait, il y a différents éléments qui nous font comprendre où le film va aller. Il y a une banque de mémoire, en fait, il y a une banque qui arrive, il y a un personnage qui est par là, et ici le 360 degrés, il filme quoi ? Il filme du vide. Ce qui est paradoxal, parce que le film est tout sauf vide. Et je me suis dit, oulala, avec le retour, qu'est-ce que t'as fait ça ? Je pense que c'est une faute de goût. Je pense qu'il aurait pu éviter de faire clairement ce film-là, ce plan-là. Et c'est peut-être la seule faute de goût de tout le film. Même quand on arrive dans la famille un petit peu de la petite maison dans la prairie, parce que la petite maison dans la prairie est convoquée.
Mais la petite maison avec des mecs qui n'auraient pas bougé depuis 1800. Voilà, on n'est pas chez les Amish, mais on est chez les religieux et évangélistes plus ultra armés, en mode sectaire, repliés sur soi. Enfin, toute la... Ils ne contractent pas. Hein. Ouais, non, pas du tout. Et en fait, tu te dis, oulala, ça va être casse-gueule, ça arrive peut-être un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais au final, non, parce qu'il retourne la situation. Il va y avoir une gunfight, et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que le film met en exergue des personnages féminins qui sont puissants. Tous les mecs, en fait, au final, vont se retrouver la corde au cou ou les pieds dans le goudron, et ça va permettre à ces personnages féminins de s'immerger de cette rivière Yellowstone que j'évoquais au début. Il y a deux personnages féminins principaux, donc le personnage de la serveuse joué par Sydney Sweeney et le personnage de la mère incarné par la chanteuse Ashley, justement, qui est donc Mandy, et il y a la famille de Mandy, en fait, où tu te rends compte que cette famille-là est totalement dans le hors-champ de la famille, dans le hors-champ de l'histoire, voire dans le hors-champ de la maison, parce qu'il y a une histoire de porte, en fait. On ne sait pas trop ce qui se passe. De porte fermée. Voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ces femmes-là sont dans le hors-champ. Et petit à petit, elles vont prendre possession du champ. Et ce qui fait que... Est-ce que le film, en fait, est avant tout peut-être une déclaration d'amour à la femme américaine et un constat, je pense, honnête sur ce qu'est un homme américain. Donc voilà. Mais tu pourrais dire, voilà, est-ce que c'est dans un mélange gloubi-boulga ? Pas du tout, parce que c'est par des gestes que ça se fait. Les lignes de dialogue sont extrêmement simples. Il n'y a pas de grands discours ou de grands laïus comme le cinéma classique américain peut nous en faire. Il n'y a pas trop d'effets, il y a juste dans les scènes avec les truands où justement il y a un peu plus de style dans l'écriture des dialogues et c'est un peu plus faiblard. Voilà. Mais ça reste quand même très... on reste quand même toujours dans cette dimension lo-fi minimaliste. Donc donc tout ça, c'est fortement appréciable. Même l'utilisation de la musique. Alors là, Americana, les États-Unis on en chie à la pelle. Bien entendu, tu penses au Ghost of Tom Joad de Springsteen. Mais en fait, ça passe. Ça passe parce que, il n'y a pas le boss. Donc au final, c'est plutôt pas mal. C'est bien, oui, bon, il y a Willie Nelson. Il y a Willie Nelson. Mais... Il y a Tone Zanzan, Del Rey... Ça passe quand même, en fait, parce que ça reste quand même des titres. C'est presque rassurant comme truc, tu sais, c'est un genre de petit cocon. C'est un petit cocon, mais ça reste quand même des titres qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'entendre au final au cinéma. Et s'il y a un cinéaste, moi je trouve, qui est convoqué et auquel Tony Tost aurait pu se rattraper. Tony Tost, pardon. C'est peut-être Michael Cimino, et en fait il le fait pas. Parce que ça, clairement, c'est un film. Ça aurait pu être un film chiminien, et il a l'honnêteté de se dire non, mais en fait, Michael, il est là où il est, c'est-à-dire au top du hip-hop. John Ford, on va laisser tranquille. On va le laisser tranquille. Moi, je fais ma petite sauce. Voilà, je touille bien, je mets les bons ingrédients, mais je vais faire ça léger. Je vais pas rajouter trop de beurre. Voilà, je fais ça léger pour que ça passe. Et en fait, au final, on est conquis, on est convaincu par ce travail, et on a hâte. De voir la suite. Direction d'acteur incroyable, direction d'actrice bien entendu. Même il y a Eric Dane qu'on a vu dans Grey's Anatomy par exemple. Bon, il est super déjà, il a une tronche, il a un corps, gueule. Il a une grosse gueule, il est maxi beau gosse, et là il est hyper bien utilisé. Il déverrouille un petit peu son côté Grey's Anatomy parce qu'il sait très bien qu'il a beaucoup tourné là-dessus. Donc c'est tous les choix sont pertinents, mis à part 2-3 scories de mise en scène ou de dialogue. Mais en fait, ça rentre. L'entonnoir, en fait, tout coule dans cet entonnoir, alors qu'on aurait pu avoir très très peur. Donc, Americana de Tony Tost, disponible en streaming. On va passer. Ça méritait bien entendu une sortie salle. Ah bah oui, carrément. C'est con de le voir sur son nom. On va passer à tout autre chose. On va quitter l'Amérique ou presque se diriger vers la France et la nouvelle vague avec une drôle de créature. Pour lequel tu t'appliques ce passement du noir en paillettes à multifacettes des plus à propos. La lame de rasoir lentement glisse du miroir et reste à peau.
bien serré, un petit pli de caveau. Les escarpins dans une flaque d'huile tracent les chemins d'un genre subtil. Les escarpins dans une flaque d'huile face au gradin, jugement facile. Dernière couche de farde, ta seconde nature s'empare de son pseudome. Prends de la plastique, gamme fantasmatique, libère du fardeau. Encore quelques shots, ce n'est pas toi mais l'autre, achève le tableau. Battement de paupières qui claquent comme des portières sur la photo. Les escarpins dans une flaque d'huile tracent le chemin d'un genre subtil. Les escarpins dans une flaque d'huile face au gradin, jugement facile. En attendant Godard est sur Syllab, et donc c'était le meilleur showman à l'ouest de l'Oural, Ozibut, qui vient de sortir son nouvel album multi-facette, qu'on vous recommande évidemment, c'est formidable pour guincher toute la nuit. Merveilleux Ozibut, donc voilà, qui sera bientôt en concert près de chez vous, si vous l'invitez. Et donc de créatures, il en est, on va dire, plus ou moins question dans Nouvelle Vague. Enfin, oui, Jean-Luc Godard. Pardon, Nouvelle Vague, le nouveau film de Richard Linklater, donc, qui était au dernier festival du film de Cannes, évidemment, vu son sujet, et qui donc nous raconte l'histoire de la création et du tournage de À bout de souffle, donc le premier long métrage comme metteur en scène de Jean-Luc Godard, projet qu'il n'a pas initié mais qui est écrit en fait par 4 personnes, Holly Gent et Vince Palmo, et qui a été adapté et réécrit par 2 Françaises, Michel Halberstadt et la cinéaste Laetitia Masson, je pense, pour plus coller un petit peu plus près, plus réaliste au décorum. On sait que donc Linklater, c'est un très grand amateur du cinéma de Jean-Luc Godard, de toutes les périodes, que ce soit les périodes narratives, on va dire, ou les périodes de films d'art, et donc on se disait, raconter le tournage à bout de souffle, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'on connaît encore des choses là-dessus, entre la légende, les bullshit de Godard, les 15 000 livres de Antoine Debec sur le sujet et compagnie? Qu'est-ce qu'il pourrait bien apporter? Est-ce que ça va être un truc un peu louangeur sur Jean-Luc, ou ça va être plus mesuré? Mais bon, Linklater n'essaie quand même pas rien, c'est pas n'importe qui. Et finalement, Linklater arrive à faire avec ce film ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire un film de groupe et un film de copains. C'est-à-dire que c'était pas gagné d'avance, parce que donc le statut d'À bout de souffle est celui d'un énorme classique, d'un grand chef-d'œuvre du cinéma, grand chef-d'œuvre. Ce qui en vérité il n'est pas, mais grand classique et film extrêmement important de l'histoire du cinéma, évidemment ça l'est de par l'influence monumentale que le film a eu à la fois sur le reste de la production française et sur un nombre de cinéastes incalculables dans le monde. Et en fait, c'est le statut du film tient plus à cet héritage-là que je pense au film en lui-même, qui n'est pas désagréable, mais qui est clairement pas, qui est même pas le meilleur film de Godard, ni même le plus intéressant, mais qui est un film qui a été un jalon extrêmement important dans l'histoire du cinéma moderne, on va dire, en tout cas dans le cinéma d'après-guerre, oui. Indéniablement. Oui. Et donc, le film est à la fois, je trouve, assez mesuré dans le fétichisme que peut avoir Linklater pour le cinéma français de cette époque, et notamment pour le cinéma de Godard. C'est-à-dire que
la critique de la persona de Godard ou de son cinéma, je trouve moins critique ou moins acide que dans Le Redoutable, le film de Michel Hazanavicius avec Louis Garrel qui jouait Godard, mais qui était plus sur la période pré-Mao, on va dire entre mai 68 et puis et le début des années 70, quoi. Là, on sent qu'il a quand même un intérêt, qu'il a un véritable amour et un vrai amusement autour du cinéma de Godard, et donc il le pastiche un petit peu en fait en reproduisant des effets de mise en scène qu'avait Godard, en reproduisant aussi des légendes et quand même un certain bullshit autour de Godard, notamment sur le fait que c'est lui qui a inventé le jump cut, ce qui est quand même du bullshit total, hein, mais bon, Jean-Luc étant Jean-Luc, lui-même adorait réécrire sa légende, et ce qu'il arrive très bien à faire justement, c'est autour du perso de Godard et de tous les gens qui vont graviter autour, parce que donc il y a plein de petits cartons qui vont introduire les gens, tu vas voir Agnès Varda, Pierre Rissian, Donald Valcroze, Chabrol, tout ça et compagnie, il y aura Belmondo, machin, qui sont mis par les petites vieilles, tu fais mais c'est machin, Melville et compagnie. Un album Panini. Oui, voilà, c'est ça. Panini, ouais. C'est un peu ça, mais surtout ce qui arrive extrêmement bien à réussir Linklater, comme je disais, c'est cet effet film de groupe, et surtout, il a cette capacité rare à montrer que quand même, faire un film, c'est chouette. C'est vraiment le côté heureux de faire un film en mode un peu guérilla, avec un metteur en scène qu'on n'a rien à foutre, qui n'a pas envie de tourner, qui ne sait pas ce qu'il veut faire, ils prennent des pauses, donc ça rend fou le producteur. C'est assez drôle, d'autant que le personnage de Godard est vraiment genre fidèle à une certaine légende, c'est-à-dire qu'il fait que des grandes phrases à la con, avec des théories sur l'art, c'est ça, je ne sais pas, machin. D'autant que le mec qui joue Godard est vraiment super bon, parce que c'est que des acteurs français qui sont inconnus, en fait, qui jouent les rôles. La seule actrice un peu, je pense, professionnelle du lot, c'est... celle qui joue Jean Seberg, qui jouait Zoé Deutsch, qui jouait déjà dans Everybody Wants Some, son film de 2016 où elle est absolument merveilleuse et elle est prodigieuse dans le rôle de Seberg dedans. Et le seul autre acteur que j'ai reconnu, c'est Tom Novembre, qui joue Jean-Pierre Melville. Ah oui. Alors je l'ai pas reconnu avant le générique de fin, je me suis dit mais je connais ce mec là, j'ai vu Tom Novembre, je dis bah dis donc tiens, et pourquoi pas. Et donc ça, je trouve qu'il arrive vraiment bien. C'est pas forcément dans les plus grands chefs-d'œuvre de Linklater, parce que je trouve qu'il est justement peut-être un peu coincé dans ce décorum-là film français, et que on sait toujours que des cinéastes étrangers qui dirigent des comédiens français, ça peut être assez inégal. Effectivement, en termes d'interprétation, c'est assez inégal, même si le mec qui joue Godard et celui qui joue Pierre Rissian sont vraiment les deux personnages forts du film, ainsi que celui qui joue Coutard, donc Raoul Coutard, le chef opérateur donc d'À bout de souffle, ancien caméraman pendant la guerre d'Indochine, qui a photographié tous les films de Schoendoerfer et compagnie, qui est un peu l'ennemi du cinéma de Godard, donc le cinéma de Schoendoerfer, parce que vraiment un cinéma beaucoup plus classique, beaucoup plus écrit et beaucoup plus à droite en termes politiques aussi. Mais donc c'est assez marrant qu'il récupère son chef opérateur justement pour faire ses propres films, où Coutard lui dit, ou c'est Godard qui lui demande, oui, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à tourner comme ça dans l'oreille? Il fait, oh bah j'ai tourné dans les tranchées sous des bombes, donc a priori oui ça devrait aller quoi. Et là tu vois Godard qui s'illumine parce qu'il voit un mec qui a vraiment connu le merdier. Et donc toutes ces scènes là passent extrêmement bien, sont extrêmement fines, le film est vraiment drôle, c'est enlevé, c'est dynamique, et ouais, il y a vraiment un côté, tu te dis mais il est hyper fort pour ça, ce bâtard, pour faire ressentir la joie qu'il y a à faire des films, parce que quand même, si certains ou certaines qui nous écoutent ont déjà fait des films ou bien des courts-métrages, c'est quand même super cool à faire, quoi. C'est vraiment les... C'est fatigant aussi. Ouais, c'est fatigant, mais c'est galvanisant. Oui. Et là, tu vois, c'est vraiment l'esprit troupe, bande de copains, où tout le monde est un peu genre à la va comme je te pousse, fait son travail par-ci, par-là. Mais c'est quand même super chouette. Et ça, Linklater arrive parfaitement bien à le retranscrire. Parce qu'en plus, je pense que... Alors, on avait fait une spéciale Linklater à l'occasion de la sortie d'un bouquin... il y a quelques... il y a 3-4 ans, je crois. C'était le moment de la sortie aussi de What You Got Bernadette. Hein, c'est ça. Après, c'est vrai que Linklater, quand tu... t'as cité Everybody Wants Some, donc là, pur film Dazed and Confused, hein, bien évidemment. Les deux films de groupe. Mais quand tu regardes un petit peu, il y a le côté... Moi, je ne l'ai pas vu, le film, mais il y a ce côté ludique qu'il aime bien, parce que dans le... Comment il s'appelle, le polar, là, enfin le thriller qu'il avait fait avec Glenn Powell. Hitman, qui est son dernier film en date. Voilà. Donc, film ultra ludique. Et puis, tu dis que quand tu mets en branle un chantier aussi monumental que Boyhood, forcément... il faut que tu saches t'entourer d'une bande de copains et d'une bande de copines. C'est ça aussi, en fait, où il est fort, qu'il arrive à bien montrer dans Novella, qui est quand même un gros truc qui l'intéresse, qui est la question du temps qui passe. Et ça, je trouve que justement, la question du temps dans le film, du temps extrêmement ramassé, parce que le film est tourné sur 20 jours,
Donc à bout de souffle, un film de Godard, pas un film de Linklater. Mais ça, il a aussi, pareil, à très bien faire retranscrire ce sentiment d'urgence et ce côté de temps impalpable finalement. Il est trop fort là-dessus, parce qu'autant il va te filmer une nuit, une soirée, une soirée, et il va te filmer une vie. Donc il est hyper fort à ce niveau-là. Donc nouvelle vague de Richard Linklater, actuellement dans les salles, évidemment recommandée, parce que si Richard. Et à propos de temps qui passe et de temps plus ou moins étiré, donc on va passer à toute autre chose avec João César Monteiro. Je commence par Eisenstein. D'une façon, c'est simple, c'est que c'est un film comme Le Cuirassé, pour nous, était quelque chose de mythique. Ça veut dire comme c'était un film absolument interdit par la censure, il est devenu un mythe local et on le connaissait si on peut dire, de tradition orale. Et pour moi, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était à Paris, ça a été... Je dois dire que j'étais vraiment... J'arrivais par un côté à la terre promise, mais la première... J'étais un peu déçu, parce que bien que j'aime beaucoup Eisenstein, mais aussi par d'autres cinéastes, notamment Buñuel, c'est quelqu'un qui personnellement m'a marqué depuis toujours. Rossellini, tout ça, Dreyer. En attendant Godard sur Sudam. Et donc c'était un court extrait d'un entretien avec João César Monteiro en 1991 dans l'émission de projection privée dans lequel Monteiro parlait un petit peu de ses influences quand il a découvert le cinéma et notamment quand il est arrivé à Paris. Vous l'avez entendu, il a un débit assez particulier, que ce soit en français d'ailleurs ou bien dans sa langue originale qui est le portugais, et qui finalement correspond bien à ses films. C'est un peu l'anti-Scorsese en termes de parlotte. Autant Marty, il est très très rapide, autant Monteiro, ça prend son temps et ça dérive un petit peu. Et finalement, c'est exactement comme son cinéma, qui a été mis à l'honneur au début de l'été à l'occasion d'un sortie dans leur section parallèle, donc par Spectrum Film. Immense coffret de 8 Blu-ray quasi intégral. En tout cas, il y a tous les longs métrages. Il manque 1 ou 2 courts métrages, mais il y a notamment tous les films des débuts qui étaient assez rares, qui étaient inédits, je crois, sur support physique, en tout cas en France. Donc j'ai poncé ça pendant l'été, parce que quand même, on va dire pas le problème, mais les films de Monteiro, c'est que à la fois ils sont longs, c'est une chose, mais surtout on va pas les enquiller non plus trop vite. Faut avoir le temps de les digérer, parce qu'il y a quand même une œuvre assez dense. Donc João César Monteiro, qui est décédé en 2003, qui était né en 1939, qui s'est fait connaître dans son pays en tant que critique de cinéma principalement. Lui, il a vécu quand même toute sa vie quasiment toute sa vie sous la dictature de Salazar, donc au Portugal, même si quelques-uns de ses films auront des problèmes avec la censure. C'est pour ça qu'après, il partira avec des capitaux français pour une partie de sa filmographie, en partie. Et c'est un cinéaste, on va dire, à l'univers assez particulier, qui parfois était rapproché du cinéma de Rohmer, mais qui, je pense, a beaucoup plus à voir avec, justement, il en parle dans l'extrait qu'on vient d'entendre, avec le cinéma de Buñuel, et surtout avec une véritable tradition littéraire du Portugal, que ce soit de la littérature en prose ou bien la poésie en vers, justement. Et c'est ce qu'il essaye, je pense, de mettre en image dans ses films. À la fois, les films sont très écrits et très dialogués, mais il y a une énorme place qui est laissée à un univers visuel qui est foisonnant, où tous les films sont dotés d'une photo à tomber. Et je trouve notamment dans son premier long métrage, qui est Veredas en 1977, mais filmographie étonnante, filmographie protéiforme, qui est à la fois sensuelle, presque cochonne, perverse, et en même temps des films extrêmement doux, extrêmement drôles, et qui effectivement ne ressemblent à quasiment rien de pareil, en tout cas dans le cadre du cinéma contemporain, et surtout à l'époque où lui faisait des films.
Alors moi je n'ai pas vu les 10 films. Les 10 films, moi je n'ai pu en voir que 2. Et en effet, si des 2 films, donc j'ai vu Veredas et La Comédie de Dieu. Alors autant La Comédie de Dieu, je suis passé peut-être un petit peu à côté parce que j'avais l'impression de voir une espèce de... Alors c'est sans doute le but, mais une espèce de pervers pépère. Qui collectionne les poils pubiens. Voilà, je trouvais ça complètement... je sais pas. Je sais pas si c'est un côté libertaire, mais il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. En fait, donc... Je sais pas trop. Par contre, Veredas, c'est un film qui est ultra impressionnant. Moi qui ai ma grosse découverte du coffret. Parce que c'est en même temps un film qui est chiant. Parce que long, parce que ultra littéral. C'est probablement son film le plus court avec Blanche-Neige. Et en même temps, c'est un film qui est absolument fascinant. Parce que forme hallucinante. Parce que je trouve que c'est... tombé. Ah ouais, à mort. Notamment lors des scènes qui sont tournées à Soaggio. Et c'est surtout, je trouve que le film est hallucinant dans sa façon... Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle le réalisme magique ? Mais il y a un peu de ça, ouais. Mais cette façon, en fait, de faire le grand écart entre des... des parties... ultra réalistes. Enfin, vraiment, on est dans le réalisme cinématographique pur. Il citait dans l'entretien, là, il cite Rossellini et finalement, on n'est pas si loin du grand maître italien. Dans cette plongée dans la campagne du Trás-as-Montes, donc qui est une province portugaise la plus pauvre du Portugal. Province absolument magnifique. Je trouve que la photo retranscrit très bien les couleurs de cette région-là. C'était quand même pour le coup un des avantages de la pellicule. T'as pas de thune, t'as rien pour faire ton image et pourtant il y a un grain. Parce que la lumière là-bas est magnifique. La lumière est hallucinante. Et c'est absolument magnifique. Donc on est à l'intérieur de ces conflits dans des conflits du monde paysan, clairement. Et en même temps, autre partie du grand écart, il y a cette espèce de mystique qui apparaît avec des images un petit peu sorties de nulle part. Et c'est vrai qu'en fait, il cite Dreyer et t'as l'impression de voir il y a Vampire de Dreyer, par exemple, qui m'est apparu. La séquence à Soaggio, elle est vraiment délirante parce que t'as l'impression de voir la faucheuse en fait du vampire de Dreyer. Ouais, je sais pas en fait, si vous avez la référence, mais le début du vampire de Dreyer, voilà, il y a cette personne avec cette immense faux. Bon, on voit très bien la symbolique, mais je trouve que ça ressemble à ça. En fait, il y a quelque chose là-dedans, mais en même temps, c'est moins, cadenassé qu'un film de Dreyer. C'est moins... il y a plus de trivialité dans le film dans le cinéma de Montero. Très très particulier, ça vaut vraiment le coup d'œil. Encore une fois, Veredas, en fait, c'est une reprise, pas de compilation, mais de voyage dans différentes légendes. Oui. Les contes portugais, justement, avec ce côté mystique, un peu mythologique, de retraverser finalement l'histoire de tout un pan donc du Portugal, mais par le prisme du conte, justement, par un biais. Mais ça fonctionne à mort. Ça fonctionne à mort parce qu'on est dans la gestuelle paysanne. Vraiment, c'est... franchement, je pense que c'est un grand film. Alors, bien évidemment, faut rester accroché, même si le film dure 2 heures. Veredas, 2 heures, ça va. Mais ça reste quand même un film... c'est pas très aimable. C'est moins austère que Dreyer. Voilà, c'est le terme austère que je cherchais pour Dreyer. Donc, c'est peut-être le qualificatif qui vient le plus rapidement. Mais il se permet, voilà, cette austérité est contrebalancée par des envolées mystiques aux images qui foncièrement collent la rétine du spectateur. Donc franchement, chapeau. C'est marrant parce que en matant tout le coffret cet été, donc dans l'ordre chronologique des films, tu vois justement un petit peu l'évolution aussi de sa pensée, de son cinéma et comment est-ce que son cinéma devient presque de plus en plus aride. En termes formels, il démarre par des trucs à la télévision avec des choses vraiment prises
avec l'actualité, avec les poètes portugais contemporains. Il passe au film de fiction justement par le biais du conte, par le biais donc des légendes. Après, il retravaille différentes figures visuelles dans son film suivant, après Veredas, qui est Sylvestre, qui est un film qui m'a un peu fait peur au début parce que je me suis dit putain, on dirait Perceval le Gallois de Romer, tu sais, genre vraiment oui. Des fonds peints, des mecs avec des costumes de merde, ça joue pas très bien. Et le film part dans plein de moments justement dans des penchants un peu plus surréalistes, un peu plus grotesques, ce qui je trouve sauve le film, et le fond surnager est clairement au-dessus du truc de Romer que je trouve globalement insupportable, mais qui marche beaucoup mieux dans le cinéma de Montero parce que tu sens qu'il tente des trucs, et que ce soit après dans les différents films qu'il fera jusqu'à sa révélation en fait en dehors du Portugal, qui a été Souvenir de la Maison Jaune en 1989, qui avait eu un prix à Venise, je sais plus, le Grand Prix ou peut-être le Lion d'Or ou un truc comme ça, mais qu'il avait vraiment mis sur la carte des cinéastes, et dans lequel aussi, qui est le film aussi dans lequel Montero commence à se mettre en scène comme comédien principal, ce qui sera après son personnage récurrent et donc Jean de Dieu, qu'on va suivre dans plusieurs de ses films, dans lequel il a à la fois la figure centrale, mais il y a toujours une galaxie, un aéropage de personnages autour de lui, justement, que ce soit la femme qui tient la boutique de glace, les jeunes filles qui l'entourent, ses voisins et compagnie, où il y a donc ce côté, comme tu disais, un peu pervers pépère, un peu chul, quoi. Ouais, on va clairement. dire vraiment bien mec né en 1940, qui a une vision étonnante, oui, voilà, pour le moins triviale ou baroque des relations humaines, on va dire, et qui va paternaliste, voilà, ouais. Et qui va assécher en fait au fur et à mesure de sa filmographie jusqu'à son dernier long métrage en 2003, donc qui a réalisé quasiment à l'article de la mort, qui s'appelle donc Va-et-Vient, qui a un dernier plan final absolument magnifique, où en fait c'est Montero qui est assis tout seul sur un banc dans un parc, et il y a un fondu avec l'arbre qui est derrière lui, qui est un des plus vieux arbres du Portugal, et la caméra s'envole vers le ciel, justement, comment est-ce que lui s'entremêle finalement avec une certaine histoire du cinéma portugais et histoire du Portugal de manière générale, qui est vraiment un plan de fin absolument magnifique. Mais en même temps, il gardait aussi un côté un peu fuck you, un peu punk, avec notamment son film de 2000, donc Branca de Neve, Blanche-Neige, qui est donc basé sur Blanche-Neige, qui est un des plus grands poèmes, on va dire, pièce théâtrale plutôt, de Robert Walser, qui est un film qu'il a entièrement tourné, puis finalement au moment de la sortie il s'est dit l'image dessert mon propos, je vais juste mettre un fond noir et on va entendre juste les bruitages et puis les dialogues, qui est quand même un geste assez radical de cinéma, on peut le dire, hein. C'est assez dur à suivre quand même, c'est ardu, t'as l'impression d'entendre genre une pièce radiophonique, sauf que c'est pas écrit comme une pièce radiophonique puisque le film a été tourné, ce qui est un effet extrêmement étrange, mais au moins on ne peut que saluer la beauté du geste, ce côté justement fuck you, ce côté un peu punk, je pense qu'il a gardé jusque sur la fin, et que tu vois un peu dans les différents entretiens qu'il a pu avoir, que c'est même jeune, t'as l'impression que c'est un vieux monsieur qui est en train de fumer des clopes à la chaîne, mais genre il fume comme si on allait arrêter la fabrication du jour au lendemain, quoi. Mais en tout cas, qui a un cinéma qui est extrêmement beau, qui est extrêmement doux, qui est dur, qui est vraiment radical, hein, c'est quand même pas fait pour tous les yeux. Et le coffret de Spectrum est accompagné par une chier d'entretien et de bonus, notamment avec Thierry Jousse, qui est un grand amateur et grand spécialiste du cinéma de Montero. Il y a Marco Usal des Cahiers du cinéma. Il y a un petit documentaire de Yves Montmayer aussi sur le cinéaste qui est dessus. En tout cas, très gros travail éditorial et d'accompagnement des films, parce que donc, tous les films sont à chaque fois remis en contexte, dans le contexte de production, dans le contexte du cinéma portugais, dans l'œuvre de Montero. Donc coffret énorme, João César Montero chez Spectrum Film. 8 Blu-ray, 8 disques, tous les films, les copies sont à tomber, donc voilà, offrez-vous ça pour Noël. Après vous allez passer quelques mois de visionnage absolument délicieux, parce que comme je vous le disais, il faut quand même regarder ça avec parcimonie, sinon si vous faites du binge-watching, je pense que ça va être beaucoup trop intense. Oui. On va s'arrêter là, on va passer au coup de cœur. C'est nul, 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 aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Alors les coups de cœur carrément Florian, on parlait un peu de subtilité, de douceur dans cette émission. Et ben là, pas du tout, parce que ça va être Black Rain de Sir Ridley Scott. Film qui peut être vu comme une suite ou en fait un préquel à Blade Runner.
à son maxi chef-d'œuvre Blade Runner. Mais Ridley Scott, voilà, c'est s'entourer des meilleurs techniciens. À la photo, Yann de Bont qui reprend en fait le travail de Papa Cronenweth sur Blade Runner. Donc voilà, on est dans les Léons, le futur, c'est ça. Autre artisan incroyable, Michael Douglas, qui est au top du hip-hop. Après son Oscar dans Wall Street, il en fait des caisses. Son blouson en cuir est trop grand, sa coupe de cheveux est merveilleuse. Un film d'une vulgarité. C'est vulgose, mais pourtant ça marche parce que chez Ridley Scott, quand il s'attelle à être un petit peu sérieux, il y a toujours des zones nébuleuses, des ombres. En fait, un film de Ridley Scott n'est ni noir ni blanc. Il est gris, même avec des fluos. C'est beau, Thibaut, merci. Donc Black Rain, Ridley Scott. Et moi, ça c'est un tout autre genre. Hans Zimmer à la musique, bien entendu. Oui. C'est première compo de Hans Zimmer pour le cinéma. Hans Zimmer avant les parce que juste après, il fera Jour de tonnerre. Putain, c'est super. Voilà. Et ben voilà. Hans, le cinéma américain des années 80, quand même. T'avais bien démarré, Hans, et maintenant c'est foutu. Ah oui. Qu'est-ce que c'est bien Jour de tonnerre. Bref, moi, dans un tout autre genre, ça sera un documentaire de 1983 réalisé par Newton Thomas Sigel et Pamela Yates qui s'appelle Quand les montagnes tremblent, When the Mountains Tremble, film qui donc nous raconte la guérilla au Guatemala entre les peuples indigènes et la paysannerie, donc contre le pouvoir en place, la junte soutenue évidemment par les Américains et par la CIA. Donc film absolument prodigieux, film terrifiant, film galvanisant justement sur le besoin de la lutte et si besoin est de la lutte armée pour vaincre les ordures fascistes. Ça fait plaisir, un film magnifique. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Margot à la mise en son de cette émission. Merci Thibaut d'avoir participé à cette émission. Prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir. Salut.